Je suis rentré chez moi à l'heure du déjeuner, non pas par manque, ni pour faire une surprise. Mon rendez-vous avait simplement été annulé, et je n'avais qu'une idée en tête, déjeuner à la maison, puis retourner au travail. Une journée banale, le hall d'immeuble habituel, les marches familières de l'escalier. Je suis monté à mon étage, j'ai sorti mes clés, et soudain, j'ai été saisi par une sensation étrange. Il y avait quelqu'un dans l'appartement. Ce n'était pas de l'intuition, mais un simple détail. La lumière de l'entrée, que j'avais pourtant bien éteinte le matin. J'ai ouvert la porte doucement, si doucement, que je m'en suis moi-même étonné. L'air était chaud et humide, comme après une douche. L'appartement empestait un gel douche, un parfum que je n'avais jamais acheté. J'ai retiré mes chaussures, sans allumer la lumière, et j'ai fait quelques pas en avant. C'est alors que j'ai entendu le bruit de l'eau. Ce n'était pas un vacarme, mais un clapotis étouffé, comme lorsque quelqu'un bouge dans une baignoire, en essayant de ne pas faire de bruit. Et puis, il y a eu ce rire. Pas très fort, pas vraiment joyeux, mais ce rire intime, celui qui ne résonne que lorsque les gens sont persuadés que personne ne les écoute. Chaque pas me coûtait un effort immense, comme si le sol était devenu collant. Je me suis approché de la porte de la salle de bain, puis je me suis arrêté. Mon cœur battait calmement. D'une froideur presque absolue. Étrangement, je ne ressentais aucune panique. J'ai lentement poussé la porte. Une vapeur chaude et enveloppante est venue à ma rencontre. Dans le miroir, j'ai vu un reflet, une image que je n'oublierai jamais. Ma femme, les cheveux mouillés, plaqués contre le lavabo, et juste derrière elle, le voisin. Ce même voisin, avec qui je discutais dans l'ascenseur, parlant de la pluie ou des places de parking. Elle m'a remarqué en premier. Nos regards se sont croisés, à travers le miroir. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux, seulement de la terreur et de la confusion, comme si elle avait été surprise, non pas en plein adultère, mais en train de commettre un crime. Le voisin a tourné la tête à son tour. Son visage s'est figé un instant, puis il a essayé de marmonner quelque chose, mais les mots sont restés coincés, quelque part entre la peur et la honte. Je m'attendais à ce qu'une rage sauvage, une véritable explosion, éclate en moi. Des cris, des insultes, des coups. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Pas le moindre geste brusque. Je me suis contenté de regarder. Les secondes s'étiraient, interminables, et dans ce silence pesant, on n'entendait que le bruit des gouttes d'eau, tombant une à une dans le lavabo. Ma femme a ouvert la bouche, comme pour tenter de s'expliquer, mais j'ai levé la main, calmement, sans aucune colère. Ce simple geste en disait bien plus que n'importe quel discours. J'ai refermé la porte. Je ne l'ai pas claquée, je ne l'ai pas poussée avec force, je l'ai juste fermée délicatement, comme on ferme la porte d'une armoire, et je suis allé dans la cuisine. Je me suis assis à table, et j'ai regardé l'heure. Il me restait 40 minutes de pause. Je me suis versé un verre d'eau, et j'en ai pris une gorgée. Mes mains ne tremblaient pas, mes pensées étaient claires, et d'un calme presque effrayant. Depuis la salle de bain, j'entendais des murmures, des mouvements précipités. Quelqu'un a glissé, quelque chose est tombé. Je ne tendais pas l'oreille volontairement. Les sons venaient à moi, tout simplement. J'ai ouvert le réfrigérateur, j'ai vu le repas que j'avais préparé le matin, et je l'ai refermé. Je n'avais plus faim, non pas par dégoût, mais par une soudaine clarté d'esprit. Le puzzle s'assemblait, les retours tardifs à la maison, ces préoccupations inhabituelles, ce téléphone portable, qu'elle posait systématiquement face contre table. Elle est sortie de la salle de bain quelques minutes plus tard, enveloppée dans une serviette, le teint pâle, les lèvres tremblantes. Le voisin était resté caché à l'intérieur, espérant sans doute devenir invisible. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, fixant ses yeux sur moi, dans l'attente d'une réaction. Un esclandre, des questions, des larmes. Je n'ai même pas levé les yeux vers elle, j'ai fini mon verre d'eau, et je me suis levé. Je rentrerai ce soir, ne m'attends pas, ai-je dit calmement, du même ton que si j'avais parlé de la météo. Elle a murmuré quelque chose. Peut-être mon prénom ou une excuse, je n'ai pas compris. J'ai pris ma veste, mes clés, et je suis sorti. La porte s'est refermée doucement derrière moi. Dans les couloirs de l'immeuble, il faisait frais et silencieux. En descendant les escaliers, j'ai eu une révélation, à cet instant précis, à cette seconde même, elle s'attendait à ce que je revienne sur mes pas,
que j'explose de rage, et que toute cette situation puisse encore basculer dans le bruit et le chaos. Mais mon choix était déjà fait, et ce choix, ce silence absolu, allait marquer le début d'un cauchemar, qu'il ne pouvait pas encore soupçonner. En sortant du bâtiment, je n'ai pas su immédiatement quelle direction prendre. Mes pieds m'ont porté d'eux-mêmes, le long de la rue, dépassant les voitures stationnées, frôlant les façades familières, comme si j'avais vécu dans ce quartier toute ma vie, tout en y devenant, soudainement, un parfait étranger. Aucun cri ne résonnait dans ma tête. Il n'y avait qu'une étrange quiétude, glaciale, comme si quelqu'un avait coupé le son du monde entier. Je suis monté dans ma voiture, et je suis resté un long moment sans allumer le moteur, les yeux rivés sur mes propres mains. Elles étaient parfaitement immobiles. Ni tremblement, ni faiblesse. Ce contrôle absolu me faisait bien plus peur que la colère elle-même. Je n'ai pas pris le chemin du bureau. Je savais pertinemment que si j'y retournais maintenant, un collègue finirait forcément par me demander si tout allait bien. Et je n'étais pas prêt à mentir. Je me suis arrêté devant un petit café de quartier, en périphérie de la ville, j'ai commandé un expresso noir, et je me suis installé dans un coin. Aux tables voisines, les gens riaient. L'un discutait au téléphone, l'autre parcourait les actualités. Le monde continuait de tourner, et il y avait là-dedans quelque chose de profondément insultant. Pourtant, c'est précisément dans ce lieu, au milieu de ces bruits ordinaires, que mes pensées ont commencé à s'organiser, de manière implacable. J'ai sorti mon téléphone, et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai ouvert mes conversations avec ma femme. Non pas pour lui écrire, mais pour analyser. Les dates, les heures, les phrases courtes. J'ai remarqué tout ce que j'avais ignoré jusqu'ici, les intervalles de temps réguliers, les messages effacés, les fameux « je dors déjà » envoyés au beau milieu de la nuit. Puis, j'ai regardé le numéro du voisin. Il était enregistré sous un pseudonyme neutre, presque ridicule. À cet instant, j'ai compris une chose, ce n'était pas un acte spontané. Cela durait, très certainement, depuis bien plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Je ne me sentais pas humilié. Je me sentais simplement exclu de leur petit jeu, et, paradoxalement, cette position me donnait un avantage considérable. Je n'ai envoyé de message à aucun des deux. Au lieu de cela, j'ai pris des captures d'écran. Lentement, avec une grande attention, comme si j'assemblais les pièces d'un dossier. Ensuite, je me suis souvenu de la caméra de vidéosurveillance, installée dans le hall de notre immeuble. Nous l'avions mise en place, après un vol de vélo, au cas où. Ce jour était enfin arrivé. J'ai ouvert l'application, et j'ai fait défiler les enregistrements. Il y en avait beaucoup plus que je ne l'aurais cru. Les visites matinales, celles de l'après-midi, ces fameux passages de 5 minutes. Je n'ai pas souri, je ne me suis pas réjoui de ces trouvailles. Je n'ai fait qu'enregistrer les faits, tel un comptable qui aligne des chiffres, sachant pertinemment qu'à la fin, le bilan devra tomber. J'ai transféré plusieurs fichiers sur ma propre boîte mail, j'ai fait des copies, et je les ai sauvegardés sur le cloud. Aucun geste brusque, aucune émotion inutile, seulement une organisation parfaite. Mon café était froid depuis longtemps, lorsque j'ai passé mon premier appel. Pas à ma femme, mais à la sienne. Nous ne nous connaissions que de manière superficielle. Quelques salutations de courtoisie, de rares discussions. Je lui ai dit que j'avais besoin de lui parler. Sans entrer dans les détails. Elle a accepté presque immédiatement, comme si, au fond d'elle-même, elle sentait que cette conversation était inévitable. Nous avons convenu d'un rendez-vous pour le lendemain. Le deuxième appel était pour le syndic de copropriété. J'ai demandé, avec la plus grande politesse, à quel service je pouvais adresser une plainte officielle, pour tapage régulier et présence de personnes non autorisées dans un appartement, durant les heures de bureau. On m'a expliqué la procédure calmement. J'ai remercié mon interlocuteur, et j'ai noté l'adresse. Tout paraissait si banal, presque ennuyeux, et c'est exactement ce qui rendait ma démarche encore plus tranchante. Mon téléphone a vibré. Un message de ma femme. Très court, très prudent, comme si elle marchait sur une fine couche de glace. Je ne l'ai pas ouvert. L'écran s'est éteint. Et, avec lui, s'est éteint le dernier fil qui me rattachait encore à ma vie d'avant. J'ai compris une chose, si je lui répondais maintenant, je perdais la partie. Une réponse lui donnerait de l'espoir, et l'espoir, c'est comme de l'oxygène.
J'avais décidé de les priver d'oxygène. Je ne suis rentré chez moi que très tard dans la soirée. L'appartement était bien trop propre, beaucoup trop silencieux. Elle était assise sur le canapé, le dos bien droit, comme lors d'un interrogatoire. Ses yeux étaient rouges, mais secs. Le voisin n'était plus là. Je suis passé devant elle, sans prononcer le moindre mot, et je me suis enfermé dans la chambre. Elle m'a suivi, s'est arrêtée devant la porte, et s'est mise à parler à toute vitesse. Elle bafouillait, cherchait des excuses, emmêlait ses phrases. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas posé les yeux sur elle. Mon mutisme exerçait une pression bien plus écrasante que n'importe quelle crise de colère. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je restais allongé, à écouter ses pas dans l'appartement. Je l'entendais s'arrêter devant la porte, je l'entendais pleurer doucement, persuadé que je dormais. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de l'essentiel. Il s'était préparé à un scandale, à une explosion d'émotions, à du bruit. Mais, à la place, ils n'ont récolté que le vide absolu, et ce vide est, sans conteste, le plus terrible des châtiments. Le lendemain matin, je suis parti très tôt. Sur la table de la cuisine, j'ai laissé un petit mot, bref, sans aucune insulte, nous parlerons plus tard, quand je l'aurai décidé. Et c'était la stricte vérité. C'était bien moi qui fixais les règles désormais. Chacun de mes actes, au cours de cette journée, les rapprochait inéluctablement de l'instant précis, où le silence cesserait d'être un simple mutisme, pour se transformer en véritable sentence. Les jours qui ont suivi se sont étirés lentement, pareil à une fumée épaisse. J'ai continué à vivre mon quotidien, exactement comme si de rien n'était, et c'est précisément ce détail, qui finissait par les rendre fous. Je partais travailler à l'heure, je rentrais tard, je dînais sans dire un mot, et je répondais par des monosyllabes. L'appartement était désormais imprégné d'une atmosphère inédite, tendue et étouffante. Elle essayait de lire dans mes pensées, à travers mes moindres gestes, à travers mes silences, ou par la simple façon dont je posais ma tasse sur la table. Mais, pour elle, j'étais devenu une porte verrouillée. De son côté, le voisin a commencé à s'agiter. Je le remarquais, à travers de multiples détails. Il fuyait les rencontres dans les couloirs, ne me regardait plus dans les yeux. Il se mettait à quitter son appartement à l'aube, pour ne revenir qu'au beau milieu de la nuit. Parfois, je l'apercevais se détourner brusquement, comme s'il était terrifié à l'idée que je puisse l'interpeller par son prénom. Mais je n'en faisais rien. Le silence fonctionnait, bien mieux que n'importe quelle menace. Le jour convenu, j'ai rencontré sa femme. Nous étions assis sur un banc, dans un petit parc, ressemblant à deux personnes ordinaires, qui avaient simplement besoin de discuter. Je n'ai pas entamé la conversation par des accusations. Je me suis contenté de lui tendre l'écran de mon téléphone, les photos, les vidéos, les dates précises. Elle a tout regardé, en silence, sans jamais m'interrompre. Les traits de son visage se sont durcis lentement, comme si elle revivait chaque seconde de son passé, sous un nouvel angle. Lorsqu'elle a enfin relevé les yeux vers moi, il n'y avait aucune larme. Il n'y avait qu'une résolution inébranlable. Elle m'a remercié pour ma franchise, s'est levée, et est partie, sans me poser la moindre question. J'ai compris alors que le premier coup venait d'être porté, et qu'il était d'une précision redoutable. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé ma plainte au syndic, de manière officielle, posée, sans citer de nom, en me limitant aux faits objectifs, accompagnés des fameux enregistrements. Ensuite, j'ai rédigé un courrier adressé à l'employeur du voisin. Je ne l'ai pas envoyé directement à sa direction, mais au service de sécurité et de conformité, là où l'on adore scruter les petits détails. Je savais d'expérience que ce genre de signalement n'est jamais ignoré. Je n'exigeais absolument rien, je me contentais d'informer. Et là encore, j'ai fait preuve de silence. Je n'ai pas appelé pour relancer, je n'ai mis la pression sur personne. J'ai simplement laissé le système faire son travail. Pendant tout ce temps, ma femme oscillait constamment, entre la terreur et l'espoir. Un jour, elle jouait les épouses attentionnées, me préparant des dîners, me posant des questions sur ma journée de travail. Le lendemain, elle s'effondrait, pleurant à chaudes larmes, en exigeant une discussion. Je la regardais, comme si elle était transparente, non pas par méchanceté, mais par pure nécessité. Le moindre mot de ma part aurait pu fragiliser l'édifice que j'étais en train de construire. Car je ne bâtissais pas une simple vengeance, au sens classique du terme.
je mettais en place les conséquences de leurs actes. Les premiers résultats sont tombés, avec une rapidité surprenante. Le voisin a été convoqué par sa hiérarchie. Il est rentré chez lui livide, les mains tremblantes. Je l'ai observé par le judas de ma porte, alors qu'il tentait d'insérer sa clé dans la serrure, et finissait par la faire tomber. Ce soir-là, sa femme a fait ses valises. Un grand sac de voyage l'attendait près de l'ascenseur. Lorsque je suis rentré du bureau, elle ne m'a pas regardé, mais elle m'a adressé un bref hochement de tête, empreint de gratitude. À cet instant, j'ai eu la certitude que la machine était lancée, et que plus rien ne pourrait l'arrêter. De son côté, ma femme a ressenti ce changement d'atmosphère, de manière presque instantanée. Elle est venue me demander si j'étais au courant de ce qui se passait chez les voisins. J'ai simplement haussé les épaules. Ses yeux se sont écarquillés. C'était la première fois qu'elle réalisait vraiment que j'en savais bien plus que je ne le disais. Et cette certitude la rongeait lentement de l'intérieur. Elle a commencé à avoir peur de chaque appel téléphonique, de chaque coup frappé à la porte. Elle supprimait ses historiques de messages de façon ostentatoire, mais c'était déjà bien trop tard. La nuit, elle se réveillait et fixait mon visage dans l'obscurité, comme pour vérifier que j'étais toujours là. Moi, je restais allongé, les yeux clos, et je comptais mes respirations. La vraie vengeance n'est pas une explosion de colère, c'est un processus. Et le mien se déroulait à la perfection. Une semaine plus tard, le voisin a perdu son emploi. Le motif invoqué était froid, presque déshumanisé, infraction grave au règlement intérieur. Il s'est saoulé le soir même, et s'est mis à hurler, seul dans son appartement. J'entendais chaque mot, à travers la finesse des murs. Il maudissait la terre entière, ses patrons, sa femme, sa propre destinée. Pourtant, il n'a jamais prononcé mon nom, pas une seule fois. Il savait pertinemment que s'il osait le faire, la situation deviendrait encore plus dramatique pour lui. C'est ma femme qui a fini par craquer. Elle a tenté de provoquer une scène, pour me fournir enfin ce conflit, qu'elle croyait que j'attendais depuis le début. Elle a hurlé, elle a multiplié les accusations, elle a pleuré. Je l'ai laissé vider son sac, puis, avec le plus grand calme, je n'ai prononcé qu'une seule phrase, et ce n'est que le début. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai proféré aucune menace, je n'ai fait qu'énoncer un fait. À ce moment précis, j'ai vu la terreur pure s'installer au fond de ses yeux. Et j'ai de nouveau sombré dans le silence, car je savais que l'étape suivante allait être la plus dévastatrice pour eux. Si j'ai repoussé l'ultime étape, ce n'était nullement par hésitation, mais par pur souci de précision. Toute précipitation aurait pu transformer cette conclusion en un final tout à fait banal. Or, il me fallait un dénouement clair, un acte après lequel il ne resterait plus aucune question en suspens. J'ai donc continué à me taire. Notre domicile était devenu semblable à une salle d'attente, avant l'énoncé d'un verdict. Un silence lourd, des pas feutrés, des regards remplis de paranoïa. Ma femme vivait dans un état d'alerte permanent, elle ne lâchait plus son téléphone d'une semelle, et sursautait à la moindre notification, persuadée que chaque son pouvait annoncer la fin. Le voisin, quant à lui, ne sortait pratiquement plus de son appartement. C'est son épouse qui a lancé la procédure de divorce la première. Les documents officiels sont arrivés très rapidement. Je ne l'ai pas appris par les rumeurs. C'est elle-même qui m'a envoyé un court message, « Merci pour tout. Je vais m'en sortir. » Sans émotion excessive, sans détails superflus. C'était amplement suffisant. Le monde du voisin s'effondrait autour de lui, et il le sentait parfaitement. Il n'était plus que l'ombre de lui-même, un homme qui voit sa vie s'écrouler, sans savoir où placer la moindre poutre de soutien. J'ai fini par choisir une date, et j'ai déposé mon propre dossier de divorce. Le tout calmement, par l'intermédiaire de mon avocat, avec toutes les pièces à conviction. Les fichiers, les captures d'écran, les vidéos. L'ensemble avait été classé avec une méthode rigoureuse. Aucun commentaire personnel. Les faits se suffisaient à eux-mêmes. Lorsque ma femme l'a appris, elle n'a pas crié. Elle s'est simplement assise par terre, dans le couloir, ramenant ses genoux contre sa poitrine, et elle a gardé le silence pendant un long moment. Puis, elle a fini par demander, « À quel moment as-tu décidé tout ça ?» Je lui ai répondu en toute honnêteté, à l'instant même, où j'ai refermé la porte de la salle de bain. À partir de ce jour,
son attitude a changé. Elle a cessé de se justifier, pour entamer une longue phase de négociation. Elle promettait de partir d'elle-même, elle suppliait qu'on se donne du temps, elle évoquait nos années communes, la force de l'habitude, et me jurait que tout pouvait être réparé. Je l'écoutais, sans jamais l'interrompre. Mais à chaque fois qu'elle terminait de parler, je laissais volontairement s'installer une longue pause. Le silence s'étirait dans la pièce, devenant littéralement insoutenable. À la fin, je répétais invariablement la même phrase, la décision est prise. Et elle comprenait alors, qu'il ne s'agissait pas d'une humeur passagère, mais d'une rupture définitive. Le voisin, lui, a essayé de m'aborder dans l'escalier, profitant d'un instant où nous nous sommes croisés devant l'ascenseur. Il faisait peine à voir, le visage creusé, les yeux rougis, dégageant une forte odeur d'alcool bon marché. Il a tenté une approche hésitante, avec un sourire crispé, en lâchant cette phrase « Il faut qu'on discute ». Je l'ai jaugé d'un regard totalement impassible, et j'ai appuyé sur le bouton d'appel de l'ascenseur. « Nous n'avons pas besoin de discuter », ai-je rétorqué. Pas un mot de plus. Les portes se sont refermées. Il est resté planté là, à l'extérieur. Et, à cet instant précis, j'ai su que c'était bel et bien terminé pour lui. Non pas parce que j'avais fait quelque chose de terrible, mais parce que j'avais, tout simplement, cessé de participer. L'audience au tribunal fut rapide, sans larmes, sans grandes envolées oratoires. Le juge s'est contenté de lire les faits. Ma femme est restée assise, silencieuse, sans jamais lever les yeux. Lorsque tout fut terminé, elle a tenté de me rattraper dans le couloir. Elle m'a dit, qu'elle n'aurait jamais cru, que le silence puisse faire preuve d'une telle cruauté. Je lui ai répondu, il est simplement honnête. Ce furent les toutes dernières paroles, que je lui adressais en tant que mari. J'ai déménagé la semaine suivante, en n'emportant que l'essentiel. L'appartement est resté vide, semblable à une scène de théâtre, une fois le rideau tombé. Si je n'ai pas jeté un regard en arrière, ce n'est pas parce que c'était douloureux, mais parce qu'il n'y avait plus rien à y voir. Par des connaissances, j'ai appris que le voisin vendait sa voiture, cherchait du travail, et s'apprêtait à déménager. Son nom était devenu de ceux que l'on prononce à voix basse. Les gens n'aiment pas les scandales des autres, mais ils adorent en contempler les conséquences. Parfois, j'ai l'impression qu'ils attendent encore quelque chose de ma part. Le coup de grâce, la réplique finale, ou une quelconque explication. Mais il n'y en aura pas. Ma réponse a déjà été donnée. Elle a été livrée sans un cri, sans une menace, sans le moindre drame. Elle a été construite à partir du silence, des faits tangibles, et du temps. Et c'est précisément pour cela, qu'elle est devenue leur pire cauchemar. Je continue ma vie, sereinement, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne. J'ai compris une chose fondamentale. La vengeance la plus puissante, ce n'est pas de détruire quelqu'un de ses propres mains, c'est de lui donner l'occasion de voir s'effondrer tout ce sur quoi il s'appuyait, sans que vous n'ayez à intervenir. Et c'est dans ce silence, que se trouve la véritable victoire.